13h, nous sommes bien sûr dans la province du Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. La situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment à Uvira actuellement, et la rentrée parlementaire prévue pour les 15 septembre sont les deux enjeux majeurs abordés lors de la réunion interinstitutionnelle présidée ce lundi 8 septembre 2025 par le président de la République Félix Tshisekedi avec différents chefs des institutions du pays. Le chef de l'État s'est dit profondément préoccupé par les tensions à Uvira, où une mission gouvernementale est diligentée pour trouver une solution durable à cette crise. Quant à la rentrée parlementaire, le président de la République a exhorté les deux chambres du Parlement à garantir une session sereine centrée sur les priorités nationales. Marche de la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'initiative de la mission permanente de la République démocratique du Congo à Genève. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dans un message vidéo projeté pour la circonstance appelé à briser le silence international en exigeant que les crimes des masse commis dans son pays depuis 3 décennies soient enfin appelés par court nom des génocides. Vous suivrez bien sûr le président de la République dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les titres. Bienvenue. 12 heures passées de 2 minutes dans la capitale congolaise. Je vous retrouve, comme bien indiqué, pour vous informer. Direction Cité de l'Union africaine, où le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé lundi 8 septembre 2025 à Kinshasa une réunion interinstitutionnelle consacrée à 2 enjeux majeurs, dont la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment à Uvira, et la rentrée parlementaire prévue pour les 15 septembre 2025. Vital Caméré nous donne l'économie de cette réunion. Regardez. Voilà, bonjour. Ça va? Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la réunion d'aujourd'hui était axée sur 2 questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le 2e point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les 2 présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le 3e et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement, puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec les gouvernements pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement pour la sécurité de la RDC.
Alors, de la cité de l'Union africaine, nous sommes cette fois-ci à la chambre basse du Parlement. À 3 heures du samedi 6 septembre 2025, les députés nationaux arrêtés à la veille à l'hôtel Rotarant de Kinshasa ont été libérés. Ces élus nationaux ont été interpellés alors qu'ils s'étaient réunis pour contrecarrer les tentatives de déstabilisation du bureau de la chambre basse du Parlement pour l'Uli national de la Chopo, Ladi Senga. Un des victimes de ces actes sont des natures désengagées, bien sûr, l'engagement patriotique. Suivez ici le reportage d'Edouard Chaman et Prince Ngoï. 14 députés nationaux au total, dont 3 femmes, ont été libérés le matin du week-end dernier à Kinshasa, après avoir été détenus par le service de sécurité, suite à la situation politique tendue autour du bureau de l'Assemblée nationale. L'arrestation de ces derniers est intervenue vendredi dans l'après-midi, alors que ces parlementaires, membres de la majorité parlementaire, s'est trouvé à l'hôtel Rotana de Kinshasa pour signer une déclaration de soutien, non seulement pour l'actuel bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Vital Kamerhe, mais aussi à toutes les institutions du pays, comme le souligne Dr Ladi Yangotikala Senga, député national et élu de la ville de Kisangani. Notre démarche était celle de fustiger la déstabilisation des institutions de la République. Subitement, un groupe de gens surgit dans la chambre où nous étions en train de travailler, nous brutalisant, saisissant nos téléphones. On a posé la question de savoir pourquoi vous nous arrêtez. On nous a juste dit que vous étiez en état d'arrestation. Nous leur avons dit, vous savez au moins qui nous sommes. Nous sommes des députés nationaux. Et vous nous arrêtez, nous pensons que vous connaissez très bien la procédure. Et pourquoi vous nous arrêtez? On ne nous a rien dit. Vous saurez pourquoi on vous a arrêté là où on vous amène. À en croire le lit de la Chopo, ils avaient été appréhendés par des agents en uniforme et d'autres en tenue civile, sans présentation de mandat ni explication claire. Nous avons initié une déclaration de soutien. Ce n'était ni une motion, ni une pétition. C'était une déclaration de soutien qui avait déjà recueilli 127 signatures. Nous, c'était le soutien à tout le membre de bureau et à toutes les institutions de la République, comme le veut le président de la République, la stabilité, qui est initiateur d'une pétition contre 5 membres de bureau. Et nous, notre camp, les signataires de cette déclaration, nous leur avons démontré noir sur blanc que le pays avait d'autres priorités que de déstabiliser le bureau de l'Assemblée nationale. Nos affaires, passeports, cartes bancaires ont été confisquées jusqu'à présent, ce n'est pas restitué. Outre les éventuelles actions qu'ils prétendent entreprendre pour dénoncer ces actes pour lesquels ils sont victimes, ces groupes a été conduit au siège du Conseil national de cyberdéfense dans l'immeuble Onatra où ils ont été retenus jusqu'à 3h45 du samedi. Parmi les députés interpellés figurent notamment Claude Missaré, Émile Soumaïli, Véronique Loumanou, Ida Kitoa, Ilunga Léou, Giovanni Ilunga Liolo et Ladi Yangotikala Senga. Ces événements interviennent dans un climat de tension croissante à l'Assemblée nationale où une pétition vise à renverser le bureau de Vital Kamerhe. Alors, on quitte les parlements pour vous parler d'une autre question lors de la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et à l'initiative de la mission permanente de la RDC à Genève en collaboration avec la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et de soutien aux réformes et des fonds nationaux de réparation des victimes des violences sexuelles et aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé la communauté internationale à reconnaître officiellement les génocides perpétrés sur les territoires de la République démocratique du Congo. Suivez l'extrait du président de la République, ici choisi par la rédaction. À l'heure où le Conseil des droits de l'homme tient sa 60e session, la République démocratique du Congo a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. Cet événement parallèle n'est pas un rituel protocolaire de plus. C'est un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les volontés. Depuis plus de 3 décennies, nos populations payent un tribut humain insoutenable, familles décimées, villages rayés de la carte, femmes et enfants brisés par des crimes planifiés et systématiques
qui, dans leur modus operandi, relèvent pour certains actes de la logique du génocide. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice, elle appelle à la réparation. Restons toujours à Genève pour dire à la clôture de la conférence sur les 30 ans des conflits armés en République démocratique du Congo, un appel à la reconnaissance des génocides oubliés ou ignorés, à la vérité et à la justice, organisé par les FONAREV à Genève. Le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, a redit la détermination du gouvernement de la RDC à juger tous les crimes de massacre et actes de nettoyage ethnique. Suivez le ministre, dans cet extrait que je vous propose. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de prendre des mesures concrètes afin que tous les crimes de masse et actes de nettoyage ethnique soient jugés. Les derniers en date remontent en juillet dernier, où près de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans le Rutshuru. Le rapport établi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en dit long. L'ONG internationale Human Rights Watch a été plus précis, notamment en documentant de manière détaillée les massacres de près de 140 Hutus. Ceux-ci portent les germes d'un ciblage ethnique, point central du génocide. Celui de Kicheche en novembre 2022, commis par les mêmes forces avec les mêmes modus operandi. Par ailleurs, le gouvernement continue d'assurer que le monitoring de toutes les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui continuent d'être perpétrées par les forces d'occupation, qui ont installé une véritable gouvernance par crime. C'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé de prendre une ordonnance déclarant nuls et de nuls faits tous les actes judiciaires et juridiques posés par le groupe armé M23 AFC, dont l'objectif manifeste est de s'accorder une amnistie pour des crimes graves. Notre engagement pour la justice et la solidarité en faveur des victimes reste un pilier, y compris dans le processus de discussion en cours pour le retour à la paix. Et toujours dans les mêmes chapitres, le président de la République, en décidant de la création du FONAREV, qui est financé par la redevance minière, il voulait donner une réponse nationale, un exemple d'engagement national où l'on utilise des fonds, des ressources minières pour réparer ceux qui sont tués à cause de nos minéraux. La précision a été faite par le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Mouyaya. Regardez. La question que nous avons abordée aujourd'hui, c'est une question cruciale pour nous. On ne peut pas penser construire une paix que nous voulons durable et définitive sans justice. Et la justice pour nous, ce n'est pas simplement pour les événements que nous vivons actuellement. La justice pour nous, c'est de refaire ce tour pour que nous puissions remonter aux origines de tout ce que nous connaissons comme problème, pour voir dans quelle mesure les coupables, parce que c'est encore le même qui récidive aujourd'hui, pourront un jour ou l'autre, devant l'histoire, pas seulement, mais devant la justice, la nôtre,
ou celle internationale qui pourra être mise en place dans le cadre de tous ces plaidoyers que nous sollicitons ou qui répondent de leurs actes. Le message principal, donc là, c'est un side event parce que demain, il y aura un dialogue interactif. Évidemment, on reviendra notamment sur le dernier rapport de la mission d'établissement des faits qui a été commandé par le haut-commissaire. Mais aujourd'hui, il fallait présenter au monde ce qui constitue pour nous un pilier de notre action. Parce que le président de la République, en décidant de la création du FONAREV, qui est financé par la redevance minière, il voulait donner une réponse nationale. Parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de victimes, lorsqu'on parle de justice, lorsqu'on parle de réparation, on pense que ce sont nos partenaires, ceux de l'extérieur, qui doivent venir. Ici, c'est un exemple d'un engagement national. On utilise les fonds des ressources minières pour réparer ceux qui sont tués à cause de nos mines. Je ne sais pas si vous comprenez plus ou moins l'analogie. Et cet événement est un événement qui est censé attirer l'attention mondiale parce qu'un génocide, tous les génocides du monde doivent être reconnus. Lorsqu'ils sont reconnus, cela évidemment implique de conséquences et nous estimons qu'en RDC, il y en a eu beaucoup. Les plus récents, c'est peut-être sûrement les événements qui se sont passés dans le Rutshuru, qui ont fait l'objet à la fois du rapport du Haut Commissariat ici aux droits de l'homme, mais aussi de Human Rights Watch, avec un ciblage spécifique de l'ethnie Hutu. Et tout ça, c'est de l'horreur, et c'est de l'horreur qui doit s'arrêter. De l'Europe, nous sommes en Afrique avec un virage est de la République démocratique du Congo. Les militaires blessés des guerres sur les différentes lignes des fronts dans la province de l'Ituri ont réussi la compassion du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province précitée. Le lieutenant-général Luboya Kashama Dioni a visité ces militaires afin de rehausser leur morale. C'était bien sûr sur instruction de ses autorités hiérarchiques, un geste fortement salué par les victimes et leurs familles. Suivez les détails dans ces commentaires d'Erika Smouissi. Intervention rapide et rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Dioni, a intensifié la première semaine de ces mois de septembre courant des visites. Essentiellement, c'était envers ses compagnons d'armes blessés sur différentes lignes des fronts en Ituri et internés à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Cet officier général était accompagné de ses officiers généraux, dont le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, et des son adjoint, le général de brigade Boni Matiti. Et parmi les officiers supérieurs, il y avait les commandants Task Force et d'autres officiers subalternes. La deuxième étape était au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bunia. Des visites qui ont suscité de l'euphorie dans les cœurs des femmes, enfants et connaissances de ces blessés militaires. C'était à la suite des instructions de Gika Bongomadian Vita et du lieutenant-général Gilles Banza, respectivement ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, que ces réconforts ont été réalisés. Une manière de transmettre les compassions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De retour dans la capitale, il faut le retenir, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a eu une séance de travail lundi dernier, 8 septembre 2025, avec le représentant du Fonds monétaire international en RDC. Cet échange a tourné autour du progrès réalisé par la RDC dans les secteurs pétroliers, une occasion pour le professeur Daniel Mukoko Samba de signifier des innovations apportées dans ces secteurs. Bosco Kabamba pour les détails. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a eu une séance de travail ce lundi 8 septembre 2025 avec une délégation du Fonds monétaire international conduite par Calixte Aokpoxi, chef de la délégation du FMI en République démocratique du Congo. Au cours de cette discussion, il a été question d'évaluer les niveaux d'exécution de la feuille de route en ce qui concerne la gestion de prix de produits pétroliers afin de minimiser le coût de perte et manque à gagner.
Le patron de l'économie nationale a indiqué que certains points majeurs, notamment celui lié à la mise en place de la nouvelle structure de prix de produits pétroliers pour les sociétés minières basées dans la partie sud-est de la RDC, ont été exécutés. Il a aussi étalé en termes clairs les innovations phares apportées dans la gestion de prix de produits pétroliers, tout en rappelant que l'exclusion de la subvention pétrolière auprès des sociétés minières est l'une des étapes les plus importantes franchies dans la mise en œuvre de la feuille de route. Pour le ministre de l'économie nationale, cette décision courageuse du gouvernement a favorisé l'accroissement de recettes fiscales. À titre illustratif, les recettes du fonds d'entretien routier ont subi un accroissement de 64% depuis la mise en œuvre de cette mesure et le droit de fiscalité est passé de 4 à 63 milliards de francs congolais pour le mois d'août. Abordant la problématique de la paye, de pertes et manques à gagner, Daniel Mukoko Samba a confirmé que l'exercice 2024 a été certifié et toutes les sociétés pétrolières ont été payées à l'exception de quelques petites sociétés nationales obligées de compléter des documents de régularité exigés par le ministère des Hydrocarbures. D'abord, nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique pour préparer la prochaine mission de revue. Donc, cette mission consiste essentiellement à rassembler les informations nécessaires pour la prochaine mission, qui est la mission de revue proprement dite. Donc, dans ce cadre, on a rencontré le VPM, en charge de l'économie, pour faire le point de l'évolution de certains dossiers dans son secteur, y compris les questions de la gestion les prix des produits pétroliers, les manques à gagner, les efforts qui ont été faits pour réduire ces manques à gagner, qui impacte également le budget. Après 10 ans de rupture de la coopération, c'est en décembre 2019 que la RDC avait annoncé la reprise du programme dans le but de promouvoir une croissance économique durable en intensifiant la mobilisation de recettes intérieures afin d'améliorer la gouvernance et renforcer la politique monétaire. Parlons éducation à présent, en marge de la rentrée scolaire édition 2025-2026 et conformément aux orientations de son directeur général Junior Mata, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics a procédé le week-end dernier à la distribution des kits de fournitures scolaires aux orphelins rentiers dont les cursus scolaires se poursuit dans la ville-province de Kinshasa. À travers cette action, la CNSAP réaffirme son engagement solidaire envers ses bénéficiaires. Les commentaires avec Julia Kamoya. La réforme de la sécurité sociale, instaurée par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022, relative au régime spécial des sécurités sociales des agents publics de l'État, promulguée par le président de la République, a conduit à l'extension des prestations de la CNSAP. Outre l'introduction des nouvelles branches des prestations, l'opérationnalisation des actions sociales et sanitaires est désormais assurée grâce aux mesures d'application prises par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. Ces dispositifs baptisés Lissa-Lissi offrent aux agents publics ou à leurs ayants droit des appuis sous forme de dons en nature ou en espèces en fonction des circonstances lors des périodes spécifiques. Ainsi, en marge de la rentrée scolaire 2025-2026 et conformément aux orientations de son directeur général Junior Mata Milanga, la CNSAP a procédé samedi dernier à la distribution des kits des fournitures scolaires aux orphelins rentiers dont les cursus scolaires se poursuivent dans la ville-province de Kinshasa. Il convient de préciser que les orphelins rentiers résidant en province bénéficieront quant à eux d'une prestation fixe en espèces équivalente à la valeur d'un kit versé directement sur leur compte bancaire ou via mobile monnaie selon les cas. Ces actions sociales et sanitaires contribuent dans certaines situations à renforcer la soutenabilité de la pension des bases, notamment face aux aléas du quotidien susceptibles d'impacter les revenus principaux des assurés sociaux. À travers cette action, la CNSAP réaffirme son engagement solidaire envers ses bénéficiaires. De Kinshasa, nous sommes à l'ouest de la République démocratique du Congo où pour dire que la première semaine, semaine de la rentrée scolaire édition 2025-2026 dans l'espace Grand Bandundu n'a pas été effective. Les écoles étaient presque vides et quelques responsables de l'école rencontrés évoquent la conjoncture actuelle qui ne permet pas d'accueillir les élèves dans le milieu scolaire de la rentrée scolaire. Ce climat risque d'être observé durant tous les mois de septembre dans l'espace Grand Bandundu.
Bosco Kabamba a été l'envoyé spécial de la rédaction dans cet espace. Regardez son commentaire. La rentrée scolaire prévue le 1er septembre 2025 n'a pas été effective dans plusieurs camps de l'espace Grand Bandundu. Les écoles étaient complètement vides, sans élèves durant toute la première semaine. Ici, à l'Institut Bello Gombe, dans les secteurs d'Ekipuku, dans la province du Kwilu, les directeurs de cet établissement scolaire évoquent les difficultés rencontrées par les parents. Celles-ci sont à la base de l'absence des élèves. Vu les conditions que nous demeurons ici à Gombe, c'est impossible de pouvoir retrouver vite les enfants à l'école. Les conditions de l'infrastructure est impossible vraiment pour que nous ayons le temps de bien marcher dans cette école. S'ils pouvaient nous aider de pouvoir accomplir nos besoins et nos difficultés, de pouvoir se partager ensemble avec eux, connaître notre état aussi de l'école. Dans le même secteur, à l'école primaire Gombe, les directeurs des études invitent les autorités, tant provinciales que nationales, à soutenir la scolarité pour que les élèves puissent étudier dans les meilleures conditions, au même titre que leurs camarades des grandes villes du pays. Dans les milliers, ça pose un peu de problème. Les élèves aussi, chez nous, reviennent tardivement, mais sinon la rentrée était déjà effective depuis le 1er septembre. Vous voyez déjà, ce sont les bâtiments qui sont vraiment en destruction. Les difficultés, d'une façon générale, c'est ça. Ce sont vraiment des difficultés. Est-ce qu'on puisse nous aider avec des tôles pour essayer d'aménager ce que nous avons? Sinon, l'école est là. Nous avons des enseignants compétents, que vous les voyez. Nous sommes là tous comme. Il convient de noter que les enseignants de l'intérieur éprouvent de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur métier, notamment les grands retards dans les paiements des salaires et que les élèves suivent les cours dans les conditions de précarité alarmantes. Et voilà, c'était là les reportages de Bosco Kabamba dans l'espace Grand Bandundu. Des retours dans la capitale, la Ligue des jeunes et fonctionnaires de l'administration publique a, dans une déclaration lue le week-end dernier par maître Daniel Chogou, félicité le président de la République Félix Tshisekedi pour la reconduction du ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao au sein du gouvernement Judith Suminwa II. Ces gestes louables traduisent pleinement la confiance du président de la République Félix Tshisekedi dans la relance du secteur de l'administration publique, les innovations, la modernisation, ainsi que plusieurs réformes engagées par les du secteur. Mathieu Mbouyi et Chrétien Gaïmé. Nous, cadres et membres de la FAP ASBEL, avons un sentiment patriotique et une joie immense que nous vous adressions nos chaleureuses félicitations à l'occasion de votre reconduction à la tête du ministère de la fonction publique après la sortie du gouvernement Suminwa II, tel que nous l'avions souhaité. Son Excellence, cette reconduction n'est qu'un simple acte administratif qui traduit la preuve éclatante de vos exploits qui ont marqué l'ensemble des fonctionnaires en particulier et du peuple congolais en général. Cette confiance renouvelée à vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui nous adressons aussi un remerciement en reconnaissance de votre compétence avérée, avec une vision constructive pour une fonction publique rénovée au service des fonctionnaires congolais. Excellence, la FAP peut être reconnaissante de toutes les réformes entreprises au sein de la fonction publique sous votre leadership, telles que la contractualisation de certains métiers publics, la fin des pratiques discriminatoires liées aux nouvelles unités et non payés, ainsi que l'élargissement de la couverture sociale pour l'ensemble des agents publics de l'État. Les innovations technologiques apportées au sein de la fonction publique, où les fonctionnaires ont l'accès de toutes les données numérisées mises à leur disposition afin qu'ils soient au courant de leur situation administrative et pécuniaire en temps réel. Son Excellence, la FAP se range derrière vous pour faire la promotion, vulgarisation du nouveau cadre juridique réagissant, les statuts des agents des carrières de services publics de l'État, ainsi que du régime élargi de sécurité sociale des agents publics. Son Excellence, la FAP s'engage comme disciple de vous accompagner afin de vendre votre image réformatrice au profit des agents des carrières de services publics de l'État à travers l'étendue du territoire national.
Au-delà de nos frontières en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a rendu public lundi tard dans la soirée la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain et plusieurs grandes figures ont été écartées de la course, notamment Laurent Gbagbo qui fait l'objet d'un casier judiciaire saturé. Le point avec Edouard Chaman, mais dans les commentaires rendus par Julia Gamoya. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a enregistré 60 candidatures à l'élection présidentielle ivoirienne prévue le 25 octobre prochain. Ces dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel chargé de valider la liste définitive d'ici mercredi 10 septembre. Parmi les candidats figurent 2 poids lourds de l'opposition déclarés inéligibles. Laurent Gbagbo, ancien président et chef du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, radié pour une condamnation judiciaire, et Tidiane Thiam, président du Parti démocrate des Côte d'Ivoire, écarté pour des questions de nationalité. Tous deux ont néanmoins déposé leur candidature déclarée irrécevable. Ces portés candidats est une réponse à l'appel du peuple pour les changements, a justifié les Kantiam. Les PPAC, par la voix de Sébastien Dano Djedje, a de son côté appelé à choisir dans la paix. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a lui-même déposé sa candidature, se disant poussé par l'appel des nombreux Ivoiriens pour poursuivre le chemin des paix, de stabilité et de développement. Mais l'opposition rejette un 4e mandat jugé inconstitutionnel malgré l'avis rendu en 2020 par les conseils constitutionnels qui a estimé que la nouvelle constitution de 2016 remettait les compteurs des mandats à 0. Outre ces figures majeures, d'autres opposants silencent, parmi lesquels Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre, Simone et Yvette Gbagbo, ex-épouse de l'ancien président, ou encore l'ex-ministre Awa Dommelo. Les dissidents du PDC, Jean-Louis Bilon et les députés journalistes Antoine Assalé sont également en lice. De nombreux candidats moins connus complètent la liste. Au total, 5 candidats sont retenus sur 60 et le gouvernement a assuré que les élections se dérouleraient dans le calme et dans la transparence. Et voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Si vous l'aviez apprécié, dites grand merci à Bosco Kabamba qui l'a supervisé et coordonné. Du côté réalisation, Gédéon Chitumbi m'a permis bien sûr d'arriver dans vos maisons. Mais si vous avez apprécié la qualité d'image, dites grand merci à Fiston Mohamed et Jérôme Luzolo, tous sous la coordination des Platini Voile. Merci, prenez rendez-vous à 17h avec Nadine Mayombe, 19h, grande édition. Merci et je souhaite bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo.